Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des différentes étapes, des différents caps que j'ai passé dans ma carrière de sysadmin slash DevOps SRE. Maintenant ça fait à peu près 8 ans que je travaille là-dedans. C'est il y a 8 ans que j'ai eu mon premier vrai job de sysadmin. Et avant ça, j'avais fait juste quelques petits stages. Et pendant ces petits stages-là, j'avais pas une énorme confiance en moi. Je savais que j'aimais bien l'administration système, j'aimais bien me connecter au serveur, les configurer, etc. Mais c'était difficile de faire ce que je voulais faire. Donc si par exemple, je sais pas, je veux installer un serveur web, c'était difficile de trouver les commandes pour pouvoir naviguer dans le système, pour pouvoir trouver quel package installer, comment configurer, etc. Et donc je me souviens, dans un de ces stages, on m'avait demandé de mettre en place tout un système avec des mails, du partage de fichiers, des trucs comme ça, des services qui sont un petit peu basiques. Mais moi, ça m'a pris des semaines, et pendant des semaines, j'étais là, chaque fois que je passais un problème, il y avait un autre nouveau problème derrière, et j'ai l'impression de ne pas m'en sortir, et de jamais pouvoir voir le bout du tunnel, jamais pouvoir y arriver, quoi. Finalement, j'ai réussi à faire ce projet-là, ça a pris genre 100 fois plus de temps que ça aurait dû. Donc on va dire un petit peu l'étape zéro de laquelle je partais, c'est que c'était dur de faire ce qu'on me demandait de faire. Je ne savais pas par quoi commencer, j'avais aucune idée de comment j'allais m'y prendre ou quoi. La première étape, le premier cap, on va dire, que j'ai passé, c'est après ma première expérience, où là, on m'a demandé pas mal de choses, et puis à chaque fois, j'ai pu réussir à mettre en place ce qu'on me demandait. Ça me donnait un peu de la confiance, et peut-être même probablement un peu trop de confiance. Et l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, c'était c'est bon, j'ai tout compris, n'importe quoi qu'on me demande, on m'a demandé de faire tellement de trucs, à chaque fois qu'on m'a demandé de mettre en place un service, serveur web, proxy, je sais pas, serveur de mail, serveur de machin, tout ce qu'on m'a demandé, j'ai toujours réussi à faire. Maintenant, je suis sûr et certain, je peux faire n'importe quoi. Tu peux me demander n'importe quel truc, même que je connais pas, je sais comment l'installer, le configurer et tout, je sais tout faire. Je suis au top, au top de mon game. Et ça, on parle, je sais pas, peut-être dans ma première année d'expérience ou quelque chose comme ça, quoi. Donc là, c'était mon état d'esprit à ce moment-là, c'est que, c'est ça, je connais tout, je maîtrise, il n'y a rien qui me fait peur, tu vois. La deuxième étape, et ça c'est un petit peu, à chaque fois que j'ai changé d'entreprise, que j'ai commencé à passer d'une étape un petit peu à l'autre, la deuxième étape, c'est quand j'ai commencé à découvrir l'automatisation. Et quand je dis l'automatisation, au départ je pensais que je connaissais l'automatisation, c'est-à-dire je sais, je fais un script bash et puis ça fait automatiquement ce que j'aurais fait à la main en tapant la commande. Mais en fait c'est pas vraiment ça l'automatisation, parce que ça c'est pas vraiment automatisé. Ça, c'est juste, on va dire, accélérer une opération qui reste manuelle. Donc avant, je sais pas, imagine, je dois faire quelque chose, je dois faire une installation par exemple, et pour mon installation, je dois faire, je sais pas, 15 commandes différentes. Si je mets ces 15 commandes dans un script, et qu'après je lance ce script, et j'ai réduit mes 15 commandes en une seule commande. C'est la commande où je lance le script en fait. Mais c'est toujours une action manuelle, c'est toujours moi qui va lancer le script manuellement. Et quand je dis automatisation, en fait, je parle plus de config management, ce qu'on appelle la gestion de configuration. Donc en fait, c'est utiliser principalement des outils comme Ansible, Chef, Puppet, Salt, etc. qui permet d'automatiser l'installation des serveurs, permet aussi, si on veut, d'automatiser le déploiement des nouvelles versions, des choses comme ça. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai réalisé que en fait, ce que je faisais avant, j'étais pas si incroyable que ça. En fait, je savais juste installer des programmes, en gros, les configurer vite fait. J'avais déjà essayé un petit peu de gestion de configuration avant, mais je voyais pas trop l'intérêt, je trouvais ça trop compliqué. C'est quelque chose qu'on peut faire en 10 minutes, et l'automatiser avec Chef par exemple, ça va prendre des heures. Donc je voyais pas vraiment l'intérêt. Et effectivement, quand tu as une petite infra, je sais pas, si tu as 3 serveurs, effectivement ça va être plus rapide d'installer les 3 à la main, quoi. Quand tu commences à avoir une plus grosse infrastructure avec plus de serveurs, rapidement tu te rends compte que ça scale pas en fait. Tu peux faire ça pour 1, 2, 10 serveurs. Après, ça commence à devenir de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de chances que tu fasses une erreur dans ta config, quoi. C'est que dans la deuxième entreprise où j'ai été, où j'ai commencé à comprendre ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois que j'ai changé d'entreprise, j'ai toujours été dans une entreprise un tout petit peu plus grande qu'avant, avec une infrastructure un tout petit peu plus grande à chaque fois. Et donc dans mon premier travail, mon infra, je sais pas, faisait peut-être 20 serveurs, quelque chose comme ça, quoi. Donc je pouvais facilement m'en tirer en faisant 100% des trucs à la main. Mais dans la deuxième entreprise où j'ai été, là on avait des centaines de serveurs. Je sais plus combien exactement, mais je sais pas, peut-être 800 serveurs, quelque chose comme ça, quoi. Donc s'il y a un problème, et que je sais pas, j'ai une ferme de serveurs web où il y a 120 serveurs dedans, et qu'on doit aller corriger, changer une configuration, corriger un problème, je vais pas aller me SSH 120 fois sur le truc, parce qu'en plus de ça, même si je pouvais le faire, c'est sûr que sur les 120 fois, je vais me tromper 2-3 fois. Et donc c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre l'intérêt de l'automatisation, et donc principalement de la gestion de config en gros. Donc ça c'est un petit peu le premier cap que j'ai passé mentalement, où je me suis dit, ah ok, je viens de comprendre quelque chose. Quand je dis un cap ou quoi, c'est pas forcément, tu vois,
devenir le meilleur du monde, mais il y a quelque chose qui clique, il y a quelque chose où tu comprends, tu dis ah ok c'est pour ça qu'on fait ça. Le troisième déclic, c'est quand j'ai encore une fois changé d'entreprise, et cette entreprise-là commençait à utiliser le cloud, et on avait pas mal de problèmes avec les déploiements de nouvelles infrastructures. On commençait à avoir pas mal de différents environnements, plusieurs environnements pour tester, d'autres pour développer, d'autres en production, des choses comme ça. Et donc à chaque fois qu'on avait besoin de nouveaux environnements, et bah c'était compliqué parce qu'on avait un petit peu des scripts, hein, et les scripts qu'on avait qui démarraient, configuraient les différents éléments de notre infrastructure, donc c'est, je sais pas, une base de données, un load balancer, un serveur, un truc comme ça. Bah, ces scripts-là, ils n'étaient pas super fiables, et donc quand on avait un problème, on avait tendance à, tu vois, aller directement sur la console d'Amazon, et puis d'aller changer, fixer manuellement c'était quoi le problème. Je sais pas, imagine, dans nos scripts, on a oublié d'ouvrir un port, et ben on se dit ah bon ok bah je vais aller dans la console et puis je vais ouvrir le port pour ce truc là et puis ça règle le problème. Sauf que ça règle ce problème pour ce moment là, mais dans 2 semaines quand on va démarrer une nouvelle infrastructure, et ben on n'aura pas mis à jour nos scripts et donc hop le problème revient. Plus d'autres problèmes qui se rajoutent au fur et à mesure, etc. Donc ça devient quand même assez compliqué. Et donc tous ces genres de petits problèmes là, parce que c'est des petits trucs à chaque fois qui se règlent en 5 minutes, et ben ils reviennent et ils s'accumulent. Chaque problème individuellement, on se dit oh c'est rien, tu vois, je peux le régler en 30 secondes, mais quand ça s'accumule, et bah tu passes la moitié de ta journée à régler des petits problèmes à la chaîne, quoi, parce qu'en fait tu les règles jamais une bonne fois pour toutes. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'infra as code, le fait de décrire une infrastructure, de dire dans un fichier toute l'infrastructure qu'on a besoin. J'ai besoin de tant de serveurs web, j'ai besoin de tant de load balancer, de tant de bases de données, d'ouvrir tel port, etc. Tout dans un fichier, un ou plusieurs, hein. Et puis ensuite de donner ça à ton fournisseur de cloud, donc pour nous dans notre cas c'était Amazon, et puis ensuite le fournisseur de cloud il se débrouille pour tout configurer bien, etc. Donc en fait si tu veux on code notre infrastructure, c'est pour ça qu'on appelle ça l'infrastructure as code. Et ce qui est très important c'est de prendre le réflexe de quand il y a un problème, de la manière que tu fais ta gestion de configuration. Quand il y a un problème, tu ne peux pas aller le faire manuellement parce que tu as trop de serveurs. Donc forcément, ça m'a forcé à apprendre à le faire, à tout le temps fixer un problème dans le code de ta gestion de configuration. Et bah là, de la même manière, comme tu as plein d'environnements et que tu en crées des nouveaux tout le temps, c'est là que tu comprends en fait que c'est important de fixer ton infrastructure dans le code de ton infra as code plutôt que dans ton infra en elle-même. Et dans le cloud, ça c'est le genre de truc qui peut être assez contre-intuitif parce qu'on peut se dire oh, il y a juste un port qui est ouvert, je peux juste aller l'ouvrir et puis tu vois c'est réglé. Mais la meilleure pratique, c'est d'effacer complètement l'infrastructure, donc tous les serveurs, toutes les bases de données, tout ce que tu as fait, de corriger le code de ton infra as code en disant ah ok il faut aussi que ce port-là soit ouvert, et de redéployer toute une nouvelle infrastructure avec le fixe que tu viens de faire. Et ça en fait c'est la seule manière de t'assurer que le problème que tu viens de fixer, il sera fixé pour toujours et qu'il ne va pas revenir dans 1 ou 2 semaines. Quoi. Donc ça, l'infra as code et le cloud, un petit peu les deux, tu vois, c'est un peu la troisième réalisation que j'ai eue. Et la révélation, entre guillemets, la plus récente que j'ai eue, c'est dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé, qui avait une infrastructure encore plus grosse. Le fait qu'on ait une infrastructure vraiment encore plus grosse, donc au lieu d'avoir des centaines de serveurs, on a des milliers de serveurs, peut-être même plus, je sais même pas. Les petits problèmes, un truc qui arrive une fois sur 1000, qui arrive genre jamais. Sur une petite infrastructure, ces problèmes-là, on peut ne jamais les rencontrer, parce que je sais pas, si on a juste 5-6 serveurs, bah, les problèmes super rares, on n'en a pas vraiment, quoi. Dans une plus grosse infrastructure, tu peux les avoir de temps en temps, mais ça va toujours être assez rare pour que tu te dises, bon bah ok, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais au pire, je sais pas, je reboot le serveur, ça se remet à marcher, bon, voilà, tu vois. Et puis on passe à autre chose. À raison, hein, parce que c'est pas non plus la peine de se prendre la tête pendant 3 jours sur un problème alors que tu l'as réglé en redémarrant et que c'est jamais revenu depuis, ça vaut pas vraiment le coup, tu vois, de s'attarder trop dessus. Mais quand tu as une très grosse infra, des milliers de serveurs, quelque chose qui arrive une fois sur 1000, et ben en fait c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Et donc ça veut dire que quand tu fais ton infrastructure, tu dois pas penser juste à comment faire en sorte que ça fonctionne. Qui est un petit peu le mindset que j'avais avant, où je fais mon infrastructure as code, bien, je le lance, boum, ça marche, c'est bon, c'est fini, j'ai gagné. Tu vois. Alors maintenant, je vais essayer de penser à tous les problèmes qui peuvent arriver, aussi rares soient-ils. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi en code, où parfois on parle de happy path, où tu fais du code, tu fais une appli, et puis elle fonctionne, puis tu dis ok, c'est bon, ça fonctionne, j'ai fini. Mais en fait, tu as testé juste le cas parfait, le cas où tout va bien, quoi. Et donc, bah, forcément, dans la vraie vie, dès qu'il y a quelque chose qui va mal, et bah, tu vois, il y a tout qui va très très mal. Bah là, de la même manière, dans une infrastructure, j'essaye de penser à tout ce qui peut arriver, qui peut mal aller. Des trucs avant où si quelqu'un me serait venu me voir en me disant ah là ton infra ok elle est bien, mais s'il se passe ça,
et bah tu vas avoir un problème. Il y a quelques années plus tôt, j'aurais dit, mais vas-y, on s'en fout, tu viens de me dire ça va jamais de la vie, ça va arriver. Et le jour où ça arrive, c'est bon, on redémarre, c'est fini, tu vois. Sauf que comme je te dis, bah, quand tu as une très très grosse infra, et bah tu peux pas vraiment faire ça parce que ce genre de truc là, et bah c'est pareil, c'est la même chose, c'est le même concept qu'avant, et bah c'est le genre de truc qui s'accumule. Et puis après, tu te retrouves à faire que ça, quoi. Tu te retrouves que à régler des petits problèmes à droite à gauche et qui font que revenir en gros, quoi. Et donc pour régler tous ces problèmes-là qui sont vraiment bizarres, vraiment rares, il faut que tu puisses voir de manière un peu plus précise, un peu plus profonde, qu'est-ce qui se passe dans ton application, qu'est-ce qui se passe dans ton infrastructure. Et puis aussi le fait que comme tu gères plein de machines, et bah, regarder les métriques d'une seule machine, ça fait plus vraiment de sens. Si par exemple tu as un cluster de 100 serveurs web, ce qui est important de savoir, c'est par exemple la moyenne des CPU de toutes les machines. On s'en fout qu'il y ait une machine qui soit à 64 et une machine qui soit à 33, et tu vois ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est la moyenne. Si ta moyenne elle est haute, là peut-être que ça veut dire qu'il faut que tu ajoutes des machines. Si ta moyenne elle est basse, peut-être que là tu peux en enlever. Des choses comme ça, quoi. Donc tu as tout cet aspect un petit peu monitoring, observabilité. Ça c'est quelque chose qui vient un petit peu du SRE, où on veut être capable, dans notre infrastructure, de savoir qu'est-ce qui se passe. Même si on a des dizaines, des centaines de machines pour un service donné, et ben on va être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça passe un petit peu par des statistiques, comme je viens de te dire, par exemple le fait de faire une moyenne de métriques, bah là c'est une statistique que tu utilises, parce que tu vas pas aller regarder individuellement les 100 métriques, quoi. Et c'est cette observabilité-là, la capacité à pouvoir voir et comprendre les trucs bizarres qui peuvent se passer dans ton infrastructure, qui vont te permettre de l'améliorer constamment, parce qu'à chaque fois que tu vas avoir un truc bizarre, et bah, tu dis ok, bon, comment est-ce que je peux le régler, comment est-ce que je peux le fixer de manière définitive. Pour pouvoir le régler de manière définitive, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Alors que dans mes états d'esprit précédents, des trucs qui étaient rares comme ça, je cherchais même pas en fait à savoir quel était le problème, quoi. Donc c'est un petit peu mes 4 révélations principales que j'ai eues dans ma carrière, et puis comme je vous ai dit, ça correspond pas mal à... En fait, à chaque fois que mon infrastructure a pris un ordre de grandeur, et bah c'est là qu'on découvre des nouvelles choses, quoi. Peut-être que vous avez eu des révélations différentes, peut-être que vous êtes encore à la 8e étape ou quoi, donc si c'est le cas, moi je suis curieux justement de savoir qu'est-ce que quelles sont les révélations que vous avez eues dans votre carrière, les moments où vous vous êtes dit ah ok, c'est pour ça qu'on fait ça, ok, je comprends, etc. C'est aussi des moments où quand tu commences à comprendre un concept, parfois bah, je regarde un petit peu dans le passé, et c'est là où je me rends compte que ce que je faisais avant, même si ça marchait, c'était pas forcément la meilleure manière de faire, quoi. C'est là où on se rend compte qu'on apprend, et donc du coup c'est ça qui est intéressant. Donc je suis curieux de savoir si c'est des moments que vous aussi vous avez eu, et si même vous en avez eu d'autres qui sont un peu plus loin, bah, je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est, pour pouvoir voir si moi je vais passer par là ou pas. Puis j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, et ouais, on se retrouve bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt.